Je remercie les organisateurs de cette journée pour leur invitation. J'y étais d'autant plus sensible que je suis très profane en la matière et je me sens particulièrement profane devant une salle pleine de représentants si éminents du graphisme. C'est peut-être précisément la sympathie maladroite que j'ai manifestée à l'égard du graphisme qui me vaut l'honneur de vous présenter une sorte de synthèse, très subjective malheureusement, de la journée du 18 septembre, qui constitue en fait la première partie de notre rencontre. D'abord, il faut rappeler que le 18 septembre, une quinzaine de chercheurs ont été invités au CNAP, qu'ils se sont prêtés avec beaucoup de bonne grâce et de générosité au jeu très délicat de la présentation de soi. Vous pouvez en voir les vidéos sur le site du CNAP, sur le site plus exactement de Graphisme en France, excusez-moi. Et je voudrais souligner l'intensité et la qualité des discussions qu'il y a eu entre aussi les présentations de chaque chercheur. Ça a été une journée d'une fraîcheur dans la discussion extraordinairement agréable, plaisante. Et on pouvait voir qu'il y avait là une discipline très vivante, une discipline étant vivante quand le dialogue l'emporte sur les effets d'affiliation, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui en France de beaucoup d'autres disciplines qui pourtant ont pignon sur rue. Alors, cette journée nous donnait à voir un paysage passionnant. Le paysage qu'offre une discipline en voie de formation, une discipline qui, en France, est jeune, récente, très précaire. Cette journée nous a permis de mesurer un certain nombre de questions. D'abord, de prendre la mesure de la singularité des parcours et des profils des chercheurs qui se sont présentés. On doit le dire, il y a une sorte de vide institutionnel qui est au centre de cette journée à différents niveaux. Cette histoire du graphisme est jeune, surtout en France, elle n'a pas d'antécédent, de patrimoine institutionnel, ce qui signifie en clair qu'elle n'a pas d'assises universitaires, il n'y a pas de cursus spécifique, il n'y a pas d'inscription assurée dans la recherche telle qu'elle se configure dans notre pays au sein des universités ou du CNRS. Nous avons donc constaté, en effet, chez ces chercheurs, des parcours très inventifs, nécessairement inventifs, et des parcours nécessairement internationaux. D'abord, je soulignerai la présence très forte et très riche de ceux qu'on nomme dans les pays anglo-saxons des independent scholars, en clair des chercheurs sans affiliation institutionnelle. Je précise que l'équivalent en français du terme independent scholars n'existe pas, ce qui dénote un problème bien précis dans l'institution de la recherche ici. Or, parmi ces independent scholars, on compte à la fois des autodidactes de la recherche qui ont apporté des choses extrêmement importantes à la réflexion collective et des docteurs. C'est d'ailleurs très singulier et ce qui est non moins frappant, c'est le nombre de docteurs ou de doctorants qui figuraient parmi ces chercheurs. Où vont donc faire leur doctorat ces jeunes chercheurs? Eh bien, essentiellement en Angleterre, à Reading, au Royal College of Arts à Londres, ou bien à Los Angeles à CalArts. Très peu d'universités françaises, et là je dirais que ma formule est presque un euphémisme, accueillent des doctorats en histoire du graphisme. Cette question-là, nous y reviendrons. Tous les participants, ça a été unanime, ont soulevé la question du doctorat en histoire du graphisme et tout autant la question, peut-être encore plus abyssale, du post-doctorat. Après le doctorat, le jeune historien du graphisme est lâché dans la nature, sauf à espérer un post-doc à Reading ou à Mayence. Cela étant, ce qui est très frappant aussi, vu de l'extérieur, mais je crois que tout le monde y a été sensible le 18 septembre, ce sont les parcours originaux qui se dessinent dans la formation de ces chercheurs. Beaucoup viennent des écoles d'art et de design. Je pense au post-diplôme typographie et langage d'Amiens, je pense aux écoles d'art de Rennes, de Valence, Grenoble, de Pau, de Toulouse, de Lyon, à l'ENSAD, ou bien hors de France, à La Haye et à l'ECAL en Suisse. Je pense aussi aux écoles comme l'école Estienne, dont la légitimité dans le champ de la recherche est évidemment un héritage historique.
Alors là, je voudrais souligner pour vous qui êtes familier du graphisme, la chose va de soi, mais quand on est dans la recherche en dehors du champ du graphisme, c'est tout à fait singulier, ça singularise véritablement la recherche en histoire du graphisme, ce passage d'école d'art ou d'école de la pratique à la recherche universitaire. Nous avons vu le 18 septembre des jeunes chercheurs dotés d'une préparation exceptionnellement intéressante qui devrait faire modèle dans un pays où la séparation théorie-pratique est l'une des plaies du système éducatif et l'une des plaies du système de la recherche. Je pense que des parcours comme celui que Sébastien Morlinghem nous rappelait de l'école Estienne à Paris 7, de Paris 7 à Reading, sont des parcours qui, véritablement, pour l'avenir de la recherche, sont extraordinairement riches et prometteurs. Ce n'est pas seulement dans la formation que les parcours sont originaux, c'est aussi dans l'affiliation de la recherche. Et là, l'ironie peut-être dans ce sous-titre est de mise. Puisque, de fait, les institutions fondamentales de la recherche sont assez fermées, c'est le moins qu'on puisse dire, à la recherche en histoire du graphisme. En revanche, ce qui émerge, c'est le rôle joué par des institutions qui elles-mêmes étaient jusqu'ici très marginales dans le champ de la recherche. Je pense au rôle de la NRT à Nancy, au rôle du musée de l'imprimerie à Lyon, au programme de recherche impulsé dans les écoles d'art, par exemple le programme « Il n'y a pas de savoir sans transmission » d'Annick Lantenois et Gilles Roufineau à Valence, et de manière générale au rôle tout à fait fondamental, essentiel, que jouent les écoles d'art et de design dans l'émergence d'une génération de chercheurs. Ce qui apparaît aussi, non moins que l'originalité ou la singularité des parcours de formation et d'affiliation, c'est le poids joué par la pratique professionnelle dans la carrière de ces chercheurs. Alors, on sait bien que l'originalité historique de ce champ d'études, c'est la place qu'occupent les typographes et dessinateurs de caractères, les graphistes, mais je rappellerai qu'aujourd'hui, tout simplement, la recherche en histoire du graphisme, je l'ai dit tout à l'heure, est majoritairement le fait d'independent scholars, dont Véronique Vienne rappelait qu'ils sont aux USA ou en Angleterre un statut qui leur permet de bénéficier de bourses de recherche, etc., ce qui, en France, une fois que vous avez passé votre doctorat et donc que vous ne bénéficiez plus du statut d'étudiant, devient à peu près impossible. La question étant, comment concilier à long terme une pratique professionnelle, une pratique de studio ou une carrière au sein d'entreprises avec la pratique effective, assidue, continue, sur de longues années de la recherche? Ça a été, je peux le dire, le leitmotiv de la journée du 18 septembre. Je voudrais quand même souligner quelque chose qui, vu de l'extérieur, est très frappant, c'est que ces jeunes chercheurs qui sont bien obligés d'inventer des parcours de formation et d'inscription dans la recherche tout à fait singuliers, tout à fait internationaux, ils ont inventé aussi des formats de travail inédits, l'exposition, le workshop, l'atelier. Alors, je trouve ça très important, c'est très important de le souligner. De nouveaux lieux d'identification des parcours et des programmes de recherche en histoire du design ont émergé et on peut le dire que dans ce champ, l'exposition devient une plateforme pour les jeunes chercheurs. Après tout, nous sommes au Centre Pompidou. Rappelons-nous la place que le nouveau festival a su donner au graphisme, à la chose imprimée dans ses expositions, ses accrochages. Je rappellerai aussi l'importance de l'exposition l'année dernière Pierre Faucheux, que Catherine Guiral avait piloté. Les expositions du musée de l'imprimerie à Lyon, par exemple en 2012, la lettre à l'heure des révolutions technologiques, pilotée par Alice Savoie, ou bien tout simplement les expositions très nombreuses conçues dans le cadre d'écoles d'art et de design, à l'ENSAD, à Rennes, à l'Institut des Arts de Toulouse, à Saint-Étienne, à Valence. Je pense par exemple à l'exposition Massin à l'ENSAD en 2007, pilotée par Roxane Jubert, ou à une série d'expositions qui ont pour cadre à la fois les ZAD d'Amiens et les bibliothèques d'Amiens Métropole. Et là, il y a une inscription ultra-locale, si l'on peut dire, qui est véritablement très intéressante. Les Roger Excoffon et la Fonderie Olive en 2010, Garamond en 2011, Fournier en 2012 ou bien Didot en 2014. Nous voici donc devant une génération de jeunes chercheurs qui se muent par la force en entrepreneurs de la recherche. Ils montent des expositions, des workshops, des programmes éditoriaux et évidemment,
le financement de la recherche tient à cette capacité d'invention et à cet affairement qui peut-être aussi se fait parfois au détriment de la sérénité nécessaire à la recherche. Mais c'est important aussi de le souligner, ce sont aussi de micro-initiatives de jeunes chercheurs qui alimentent une véritable culture beaucoup plus diffuse que dans ma génération, par exemple, une culture du graphisme. Je pense à l'importance des petites galeries qui, malheureusement, sont terriblement fragiles et ont disparu, comme pouvaient l'être 90 degrés à Bordeaux ou Anatome. Je pense à ces revues et magazines animés par des jeunes chercheurs où des revues comme Backcover ou The Shelf ont rejoint dans la crédibilité des revues beaucoup plus anciennes, beaucoup plus établies comme Étape ou Signe ou Azimut. Je pense aussi aux projets éditoriaux, voire aux maisons d'édition créées par des jeunes historiens du graphisme comme B42, Ypsilon avec sa bibliothèque typographique, Norma, etc. Et j'ajouterais aussi le rôle considérable joué par des librairies, des microstructures de librairies qui gagnent en fait un nouveau public. Je pense à Castillo-Corrales à Paris, je pense à des structures à Perpignan qui jouent un rôle important dans la diffusion d'une culture de design dans cette nouvelle génération. Donc nous voici devant un spectacle de la recherche un peu inédit pour les chercheurs d'autres disciplines, c'est-à-dire des jeunes chercheurs qui doivent trouver et susciter un public nouveau, produire un nouveau brassage des références et concevoir des microstructures qui sont aussi efficaces que fragiles. Et là, en effet, une réflexion sur les échelles s'impose. Alors, cette diversification de l'horizon des chercheurs, le fait qu'il faille gagner un public, persuader les institutions, suppose aussi une extrême précarité de la recherche elle-même. Comme le disait un des participants de la journée du 18 septembre, on ne peut pas être toute sa vie un franc-tireur. Cela pose aussi, et ce n'est pas négligeable, une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, dans quelle langue publier son travail de recherche? Cette question est très importante, surtout si on a fait sa thèse à Reading ou à CalArts. La question est d'autant plus cruciale, évidemment, que l'urgence aujourd'hui est de bâtir une crédibilité numérique aux travaux de la recherche. Donc la journée du 18 septembre l'a fait clairement apparaître. Le problème du financement et de l'affiliation de la recherche en phase de décollage est central, non moins que le problème de la constitution des fonds et des ressources d'archives. C'est un des autres grands thèmes qui se dégagent de cette journée. Ici, le rôle des institutions publiques est au premier plan et tout le monde en a souligné l'importance. Lorsqu'il s'agit d'évoquer les catalogues, les répertoires, les outils de consultation, les archives, les plateformes de recherche en général, le travail de l'IMEC ou de la BDIC, le travail de la bibliothèque Kandinsky, le travail du département des estampes et de la photo à la BNF, l'importance de Gallica pour les chercheurs ont été soulignés par tous. Mais aussi, des inquiétudes se font jour, le départ des archives de l'imprimerie nationale à Douai, ou bien la question des archives privées qui, ici, demeurent absolument entières. Qu'il s'agisse des archives des graphistes eux-mêmes, le chercheur est aussi obligé par force de se muer en collectionneur, ou qu'il s'agisse des archives des entreprises, Société Monotype, Linotype à Francfort, Morgenthaler, etc. Quid aussi de l'instrument numérique, pour lequel, j'y reviendrai tout à l'heure, une réflexion urgente doit s'engager. Alors, des noms font modèle, des noms sont venus de manière récurrente ponctuer la journée du 18 septembre. L'Université de Reading, le Museum of Printing de Andover, le MoMA, le Design Museum à Londres, le Stedelijk à Amsterdam. La question de l'instrumentation de la recherche en histoire du graphisme se pose ici massivement. Elle suppose un travail de fond sur les critères, les catégories et les modalités de la collecte des archives du graphisme. Je rappelle quand même que la question est loin de ne concerner que l'histoire du graphisme. Par exemple, on ne peut pas dire qu'il y ait une politique véritablement sensée et pensée, concertée sur les archives, par exemple, des galeries d'art, dans le champ de l'histoire de l'art contemporain. Alors, ces chercheurs en histoire du graphisme ont su trouver des ressources et des alliés. Toute discipline en voie de constitution a besoin d'alliés et d'interlocuteurs. Ce qui est frappant, c'est le silence assourdissant de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup frappé au terme de la journée du 18 septembre. Je pense que là, il y a une situation française, la faiblesse congénitale de l'histoire de l'art en France et une certaine clôture de l'histoire de l'architecture. C'est une situation ancienne,
qui se prolonge et qui est redoublée de la vieille opposition toute française entre histoire de l'art de l'université et histoire de l'art du musée, qui, dans le cas du graphisme, est évidemment mortelle. Je dirais que, à toute chose malheur est bon, au moins il y a des questions qui ne se posent pas dans la situation française de la recherche. La question du canon dont nos collègues anglo-saxons, aussi bien en histoire du graphisme qu'en histoire de l'art, ont fait l'un de leurs sujets de prédilection, ne se pose pas. Je dirais que la question n'est pas de détruire le canon ou même de le diversifier, la question ici est peut-être plutôt de le constituer. Le dialogue avec les historiens d'art se fait par le biais presque exclusif du glorieux dialogue entre le graphisme et les avant-gardes historiques des années 20. Et de fait, le nom, ce n'est pas un hasard si le nom de Serge Lemoine est revenu très souvent comme directeur de thèse, mais aussi comme l'un des interlocuteurs des historiens du graphisme de ce point de vue. Je pense au travail de Sonia de Puyneuf sur les avant-gardes tchèques des années 20, au travail de Victor Guégan sur Tschichold et le tournant japonais, au travail de Roxane Jubert sur Édouard Meyer. On voit bien que là, il y a quelque chose comme un dialogue qui s'est noué avec un secteur très particulier de l'histoire de l'art. Mais ce qui m'est apparu très fortement au terme de cette journée, c'est la difficulté de l'histoire elle-même, de l'histoire de l'art en tant que discipline, à assumer le renouvellement méthodologique qu'impose l'histoire du graphisme. En clair, à assumer la dimension technique et technologique du sujet qu'impose toute recherche en histoire du graphisme. Alors, on sait qu'il y a des réticences, pour ne pas dire des refus purs et simples, de la part de beaucoup d'historiens d'art quant au questionnement sur ce qu'on appelait au XIXe siècle les arts industriels. Je dois dire que moi-même, travaillant sur les arts industriels parfois du XIXe siècle, je me suis entendu dire souvent par des collègues historiens d'art que ce n'était pas de l'art. Réticence aussi de l'histoire de l'art, d'une certaine histoire de l'art, envers les questionnements qui vont avec l'innovation technologique, le caractère collectif, anonyme et graduel de l'invention, l'insertion dans les systèmes de production industrielle, etc., etc. Alors que, précisément, là, l'histoire du graphisme impose des sujets nouveaux. Je pense aux enquêtes sur les fonderies qui sont lancées par Michel Vlassikov, par Alice Savoie et bien d'autres, aux recherches sur les processus techniques dans leur évolution, à la transformation des acteurs impliqués dans les processus au cœur de l'industrie. Comment, je prendrai un exemple, comment, avec les catégories de l'histoire de l'art, je dirais banales, traiter un sujet comme celui que traite Alice Savoie, la redéfinition de la place du dessinateur de caractère à la faveur d'une innovation technologique, le passage du plomb à la photocomposition, c'est-à-dire une dématérialisation avant la dématérialisation du numérique. C'est un sujet qui devrait passionner les historiens de l'art parce qu'il redistribue et déplace tous les enjeux les plus classiques de leur discipline, l'auteur, l'idée, le process, etc. Donc, une histoire de l'art ligotée à une acception beaux-arts des pratiques artistiques, où la question de la technique est étroitement limitée à celle des moyens que l'idée ou l'intention de l'auteur traverse pour réaliser dans une matière, est véritablement en décalage avec ce type de problématique. Il est impossible, avec ce type de modèle, d'aborder les questionnements de l'histoire du graphisme sans reproduire le modèle très désuet du Hall of Fame des héros. Cela étant, si l'on observe donc le silence relatif de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture, en revanche, je dirais que les historiens du graphisme, et c'est ce qui apparaissait le 18 septembre, ont trouvé des alliés et des interlocuteurs ailleurs. D'abord, je noterai que plusieurs participants ont manifesté, ont exprimé très clairement qu'ils ont eu accès à l'histoire du graphisme via leur intérêt pour l'art contemporain. Il y a là un trait de génération qui est assez inédit. Benoît Buquet, entre autres, rappelait l'impact sur sa génération, donc une génération de trentenaires, de la collaboration dans les années 90 de Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Forster avec M&M pour le projet No Ghost, Just a Shell, qui a marqué les esprits. On peut citer encore le travail à la lisière des catégories de l'histoire de l'art et de l'histoire du graphisme d'artistes comme Ed Ruscha, Allen Ruppersberg, Thomas Hirschhorn ou Wade Guyton. Je dirais que tous ces artistes bénéficient d'une attention inédite dont, quelques années plus tôt, quelques décennies plus tôt, le travail d'un artiste comme Richard Hamilton, qui interrogeait également ces frontières de l'histoire de l'art et de l'histoire du graphisme, n'avait pas bénéficié loin de là.
Enfin, rappelons que les situationnistes et la vogue dans les écoles d'art du situationnisme a beaucoup fait lors de leur redécouverte dans les années 2000, lors de non seulement de la redécouverte, mais de la réédition en facsimilé des grands livres de Debord, Asbjørn, etc., a beaucoup fait pour mobiliser l'énergie des jeunes chercheurs, ce que rappelait Vivien Philizot. Il y a là donc une génération pour laquelle l'art contemporain est une pratique familière, et pour laquelle le rôle des expositions, des musées et des centres d'art agit comme un ferment dans un début d'enquête sur l'histoire du graphisme. J'en profite pour rappeler le rôle de micro-institutions, comme le CAC de Bretigny, dont on sait aujourd'hui qu'il est menacé de liquidation, et je rappelle la collaboration très, très remarquable du CAC de Bretigny au long cours avec Vierfund, ou celui du CNAI, avec toute une génération d'artistes pour lesquels le livre et la chose imprimée sont des modes d'expression quotidiens. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une génération qui, en large part, est passée par les écoles d'art. Et ça change beaucoup de choses dans le rapport à l'histoire du graphisme. C'est aussi, je précise cela, ça me paraît très important, une génération qui interroge à nouveau frais l'histoire de l'art moderne et des avant-gardes, des années 20 aux années 60. Il y a là une demande très générale, il y a un public nouveau, il faut en tenir compte, parce qu'il me semble que l'avenir de l'histoire du graphisme s'y joue en partie sous forme d'expositions, de publications, etc. Je disais tout à l'heure que le nouveau festival au Centre Pompidou avait fait une place de plus en plus large aux problématiques de l'écrit et de l'imprimé. Je rappelais l'importance de l'exposition Pierre Faucheux de Sophie Guiral, mais je rappellerai l'importance d'expositions comme celle de Guy de Cointet, dont l'œuvre entière est précisément aussi une manière d'aborder les grandes questions de l'histoire du graphisme. Alors, cette familiarité avec l'art contemporain, ou disons cette espèce de plug-in avec l'art contemporain, a aussi ses limites. La temporalité de la recherche n'est pas celle de l'exposition ou du marché de l'art, et évidemment, le danger de la fétichisation est toujours à l'horizon. Le livre, la page imprimée, l'affiche, comme l'archive, c'est une catégorie si usuelle aujourd'hui dans le monde de l'art, aussi répandue qu'elle est ininterrogée, se prête volontiers à la fétichisation et n'enclenche pas l'analyse et l'étude quand ils ne l'interdisent pas tout simplement. Mais parmi les alliés et les interlocuteurs des historiens du graphisme, il en est d'autres qui viennent d'autres disciplines ou de segments de disciplines qui, d'une manière ou d'une autre, ont accompli leur material turn. Et d'abord, et c'est sans doute l'une des surprises de la journée du 18 septembre, les historiens. Si le dialogue avec les historiens de l'art ne s'est noué qu'exceptionnellement et au cas par cas, en France, tous mes exemples concernent la France, il s'est noué plus aisément avec les historiens, et ceci d'une génération à l'autre. Je dirais que ce n'était pas du tout le cas dans ma génération de chercheurs. On pouvait faire une histoire des célébrations de la guerre de 14 et de ses monuments aux morts sans jamais s'intéresser aux enjeux de figuration, ni au mode d'analyse de l'histoire de l'art. Ou bien l'historien médiéviste pouvait chercher des informations positives dans les fresques de Giotto en ne s'intéressant en rien à l'histoire de l'art. Ici, nous sommes très loin de cette situation. Il y a plusieurs axes, plusieurs lignes de force. Le premier, c'est celui de l'histoire de livres. Je dirais, il y a une sorte d'axe, Henri-Jean Martin, Roger Chartier et la suite, l'histoire de l'édition en France, etc., qui est toujours très solide. Je pense en particulier au programme qu'Annick Lantenoy développe sur la migration de l'objet livre à l'espace numérique et la question de la transmission qu'elle place sous l'égide de Chris Marker. Je pense aussi à l'histoire du XXe siècle. Le dialogue noué entre les historiens du graphisme et les historiens du XXe siècle est très fécond, avec des historiens dont les noms sont revenus à plusieurs reprises, comme Éric Michaud ou Valérie Ténière. La guerre, la collaboration, la résistance, les archives du ghetto de Varsovie qui ont été travaillées par Michel Vlassikov, précisément, je dirais, travaillant en grande symbiose avec les démarches des historiens. Je pense aussi à l'histoire économique, à l'histoire de l'innovation et à l'histoire de l'entreprise, où les jonctions sont encore assez timides, mais au vu des sujets qui étaient proposés par les participants à la journée du 18 septembre, il ne fait pas de doute qu'ils vont s'imposer très vite. L'histoire des entreprises, l'inscription des procès technologiques dans les circuits économiques l'imposera de plus en plus. Alors, peut-on anticiper une rencontre
avec une histoire de l'architecture renouvelée. Je pense au travail de John Harwood sur le rôle d'IBM dans la transformation du design corporate après la Seconde Guerre mondiale, The Interface, et en général au travail du collectif Aggregate, qui me paraît très prometteur de ce point de vue, puisqu'il s'agit de renouveler les méthodes de l'histoire de l'architecture en partant des infrastructures. Alors, quant à cette coopération avec les historiens, je voudrais juste souligner l'importance du rôle pris par la BDIC qui apparaissait au terme de la journée du 18 septembre et le rôle tout à fait intéressant joué par l'exposition Affiche-Action quand la politique s'inscrit dans la rue en 2012-2013, où la collaboration de Valérie Thénière et Béatrice Frankel avec Pierre Dichiulo et Vincent Perrottet fait modèle. On l'a entendu le 18 septembre. Je précise que quant au dialogue des historiens du graphisme avec les historiens, il y a des gisements de dialogue en réserve qui sont encore apparemment très peu explorés. Je rappellerai l'importance de l'épigraphie dans l'architecture de la Renaissance, l'importance de la mise en page de la loi et du droit, du corpus juris et les modes d'interprétation qu'il suppose. Je remarquais que dans les travaux qui nous ont été présentés le 18 septembre, il y avait un problème de périodisation. Très peu de participants franchissaient la barrière chronologique du 19e siècle, à une exception près, qui est le projet Garamond. Mais en fait, on a l'impression que le 19e siècle fait barrière dans la collaboration entre les historiens et les historiens du graphisme. Et c'est vraiment dommage parce que, par exemple, la Renaissance est un territoire extraordinairement riche. Alors, un autre groupe d'interlocuteurs et d'alliés pour les historiens du graphisme, ce sont les anthropologues. Et ça aussi, c'est sans doute une révélation de la journée du 18 septembre. D'abord, je dois dire que j'ai été très frappée par des absences le 18 septembre, en particulier par l'absence totale de référence des travaux à ce qu'on appelle les media studies, qui, comme leur appellation ici ne l'indique pas, ont pris leur essor en Allemagne, à partir des œuvres de Friedrich Kittler, de Bernhard Ziegert, etc. Il y a un pôle de media studies très important à Weimar qui a essaimé aux USA et qui est tout à fait crucial. C'est tout à fait dommage parce qu'il y a là des ressources théoriques à exploiter dans le champ de l'histoire du graphisme qui ne sont pas à négliger. J'ai été non moins frappée par l'absence totale de référence aux théories de l'acteur réseau telles que l'ont développées en France Michel Callon et Bruno Latour, qui pourtant se prêtent particulièrement aux analyses de l'innovation technologique. Je pense au livre « Aramis ou l'amour des techniques » qui est véritablement une incitation à repenser la problématisation de l'histoire des techniques. En revanche, on pouvait constater le 18 septembre, d'abord, une timide intrusion des références à Michel Foucault. Et là, il faut quand même dire que le penseur de la norme et des technologies du sujet me semble devoir tenir une place de plus en plus affirmée dans les travaux sur l'histoire du graphisme. Et enfin, une nouvelle venue parmi les interlocuteurs des historiens du graphisme en France, l'anthropologie. Je dois dire que c'était quelque chose qui ressortait très clairement de cette journée. L'anthropologie et tout particulièrement l'anthropologie de l'écriture, auxquels les noms d'Anne-Marie Christin ou de Béatrice Frankel sont devenus comme des références récurrentes au cours de cette journée. L'anthropologie est en voie de se constituer en référence majeure de cet axe de recherche. On pouvait s'étonner qu'il ne soit jamais fait référence à Gilbert Simondon, par exemple, dont le mode d'existence des objets techniques me paraît convenir admirablement à toute réflexion sur les systèmes technologiques, sur leur mode d'évolution, etc. Mais c'est une autre filière de l'anthropologie en France qui a pris en charge ici la réflexion sur le fait graphique. L'anthropologie du geste et des techniques, telle que Leroy-Gourhan ou Audricourt l'ont développée, sa plasticité convient presque idéalement à la plasticité du fait graphique. De l'anthropologie du geste à la gestion de ce que l'on appelle les écritures grises, c'est-à-dire de la paperasse bureaucratique, le travail de la norme et des institutions, puisque l'écriture en est une, y est saisi dans sa matérialité. Je songe au très important livre de Béatrice Frankel sur la signature, publié à la fin des années 80, qui est, de ce point de vue, une pierre miliaire, ou à ses travaux sur la manifestation, ou aujourd'hui au chantier Grappus qu'elle anime avec Catherine de Smet. La plasticité de l'analyse anthropologique répond à la plasticité de l'histoire du graphisme, à ces écarts d'échelle vertigineux pour le profane, du dessin de la lettre à l'industrie de la photocomposition, au branding territorial, etc. Je dirais que cette plasticité du sujet design graphique trouve dans l'anthropologie des méthodes et des concepts d'analyse.
Je pensais notamment aux travaux de François Chastanet sur les études d'écriture, sur l'épigraphie urbaine aujourd'hui, et comment on voit très bien comment une génération passe de la sémiologie et d'une sociologie des signes urbains à une anthropologie de la ville. Cette rencontre des jeunes historiens du graphisme avec ce secteur de l'anthropologie promet, s'il se poursuit, de très riches renouvellements. Alors, pour terminer, je dirais ceci. Allons-nous au terme de la journée du 18 septembre, on voyait très bien que là, on est à la croisée du chemin. Va-t-on vers un nouveau modèle de recherche ou bien va-t-on s'enclore dans un ghetto? On peut poser la question sur un plan général. Est-ce qu'une discipline en voie de constitution acquiert plus de force en se recentrant sur ses objets et ses méthodes, ou bien au contraire en s'ouvrant, en redéfinissant ses frontières et en travaillant ses porosités? La réponse vous appartient. Mais je voudrais quand même souligner ceci. Ce débat se déroule dans une situation particulière, ici et maintenant. On ne peut pas faire l'impasse sur la situation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France aujourd'hui, une situation de crise, voire d'implosion. C'est pourquoi je me permettrai de penser que la question de l'intégration de la recherche dans le champ professionnel a un sens en France un peu différent de celui que Rick Poynor pointait en 2011 dans un article salutaire. Oui, il y a risque de repli sur les petites singularités, comme dirait le psychanalyste, de la pratique. Oui, il y a risque de ghettoisation intellectuelle. Oui, comme l'ont souligné tous les participants à la journée du 18 septembre, il est de plus en plus ardu, pénible même, de concilier le travail de studio, d'agence et le travail d'historien dans une précarité à laquelle personne n'échappe. Oui, le poste en fac est un horizon à peu près inatteignable, je ne parle même pas du CNRS, et pourtant fortement désirable pour mener une recherche à long terme. Mais il faut peut-être sauver, d'une manière ou d'une autre, ce rapport à l'expérience pratique qui fait aussi la richesse de la démarche historienne. Il faut peut-être sauver la richesse et la complexité de parcours de formation qui, d'une manière inattendue, transforment des jeunes typographes, des jeunes graphistes, des jeunes dessinateurs de caractères ou des jeunes artistes en historiens. On ne dira jamais assez ce qu'un Faucillon a gagné à être un graveur professionnel, un Bruno Zevi ou un Manfredo Tafuri à être architecte, etc. La République, en d'autres temps, a su créer des institutions ad hoc pour les secteurs de recherche en cours de constitution. Je pense au rôle de la linguistique au XIXe siècle, qui a mené à créer des institutions comme les PHE. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il s'agit du contraire. Il s'agit de plier la recherche et l'avenir de la recherche à des logiques externes, à des logiques comptables, dit-on. Est-ce totalement utopique de penser que le cas de l'histoire et de la théorie du graphisme pourrait inspirer une nouvelle créativité institutionnelle? Donc j'arrêterai mon compte-rendu de cette journée. J'espère qu'il a été fidèle. Je n'ai pas pu nommer tous les participants exactement et je prie ceux dont le nom n'est pas apparu dans mon compte-rendu de ne pas m'en vouloir. Ce n'était pas malveillant, c'est simplement que effectivement cette journée a été extraordinairement riche et nous espérons bien que nous continuerons à engranger les documents et les témoignages dont elle a organisé l'exposition. Voilà, je vous remercie.